Chers élèves de 6e 5 et 6e 6, bonjour. Alors comme promis, je vous propose donc cette première capsule vidéo. En fait, il y en aura deux sur le cours sur Athènes. Deux petites capsules qui feront à peu près 10 minutes chacune. Donc je vais, comme prévu, passer en revue le cours sous forme de traces écrites et m'arrêter sur les passages importants ou compliqués. Ce que je vous conseille, c'est de vous munir tout de suite de votre cahier, de votre fiche d'activité, ainsi que de votre répertoire, parce qu'on peut être amené à les utiliser donc, pendant cette session. Donc vous n'hésitez pas à faire une pause et aller chercher votre matériel, vous revenez et vous relancez la vidéo et c'est parti. Alors on y va, on ne perd pas de temps, on va tout de suite aller à l'essentiel. Vous avez un cours donc, intitulé La grandeur d'Athènes au 5e et 4e siècle avant Jésus-Christ. Je vais passer très rapidement sur la première partie intitulée Athènes riche donc puissante. J'espère quand même que vous avez pris le temps de jeter un coup d'œil sur la carte par laquelle s'ouvre le cours, parce que ça permet de se situer un petit peu géographiquement, et notamment donc, de situer la région de l'Attique, où se trouve la cité d'Athènes. Il s'agit donc d'une cité-État. Vous savez ce que c'est qu'une cité-État, on a travaillé là-dessus auparavant, j'y reviens pas. Je vais juste m'arrêter sur un passage dans ce grand 1, c'est le passage sur les grandes panathénées, qui sont les fêtes civiques à Athènes, qui ont lieu tous les 4 ans. Comme toutes les fêtes civiques, leur objectif c'est de créer du lien entre les Athéniens, quelles que soient leurs conditions. C'est-à-dire qu'à Athènes, à cette époque, il y a différentes catégories de gens. Il y a des citoyens, qui sont une minorité. Vous avez également des métèques, vous avez les femmes, vous avez les enfants, vous avez les esclaves. Mais quelles que soient les catégories, la catégorie à laquelle vous appartenez à Athènes à cette époque, vous êtes censé participer à ces fêtes civiques, parce que précisément l'objectif c'est de créer une sorte d'union sacrée derrière une idée supérieure qui est la grandeur d'Athènes. Je profite de l'occasion pour faire une petite parenthèse qui s'adresse notamment aux amateurs de football. Il se trouve que le football est un sport très populaire en Grèce, même si c'est pas forcément la patrie la plus reconnue dans ce sport. À Athènes notamment, il y a plusieurs clubs assez célèbres, et notamment vous avez le club du Panathinaïkos. Alors le Panathinaïkos, c'est un nom qui rappelle beaucoup les Panathénées, et c'est normal parce que c'est la même étymologie. Vous avez dans les deux mots un préfixe, pardon. Ce préfixe, c'est le préfixe pan ou pan qui signifie ce qui rassemble. Donc si vous complétez avec le suffixe, vous comprenez assez rapidement le sens de Panathénées. Le Panathinaïkos, donc c'est le club à Athènes qui rassemble le plus de supporters, qui est le plus populaire, qui est le plus fédérateur. Il existe aussi un autre club qui s'appelle l'Olympiakos. Alors celui-là, il est situé de manière un petit peu excentrée. Il n'est pas dans Athènes même, il est en fait situé au niveau du port du Pirée, que vous pouvez voir aussi sur la carte. C'est un club qui appartient depuis toujours à de très riches armateurs, donc des gens qui sont spécialisés dans le commerce maritime. Ce qui est intéressant ici, c'est le nom Olympiakos, qui bien évidemment fait référence au mont Olympe. Donc un club qui choisit un nom comme celui-là, ça veut dire qu'il vise très haut, ça veut dire qu'il est conquérant, ça veut dire qu'il veut gagner, qu'il a des grandes ambitions. Vous avez remarqué aussi qu'il existe en France l'Olympique de Marseille, et l'Olympique de Marseille, c'est un nom qui est assez logique finalement, puisque comme on l'a vu dans les cours précédents, Marseille est une ville qui a été créée par des Grecs, les Grecs de Phocée pour être précis. Le nom olympique est une référence très directe aussi à ses origines grecques. Voilà, je referme cette parenthèse donc footballistique, et au passage donc je referme aussi le grand 1. Je vais me concentrer à partir de maintenant sur le grand 2 qui est un petit peu plus costaud, en commençant d'abord par la question du système et du régime politique. Le titre du grand 2 c'est Athènes, une république et une démocratie. On a vu lors des cours précédents la différence entre un système et un régime politique, c'est pas la même chose. On a vu aussi les différents systèmes et les différents régimes politiques qu'on peut rencontrer à l'époque et encore aujourd'hui. Donc là,
le réflexe que vous devez avoir, c'est de jeter un petit coup d'œil dans vos répertoires, de relire les définitions. Donc vous n'hésitez pas à mettre sur pause, hein, et puis une fois que vous avez bien relu et bien compris les définitions, vous pouvez être un peu mieux armé pour comprendre ce qui va suivre dans la vidéo. Alors, donc Athènes, c'est à la fois un système républicain et un régime démocratique. C'est un système de type république parce qu'il n'y a pas de roi. Voilà, c'est-à-dire que n'importe qui, a priori, à partir du moment où vous êtes citoyen, bien évidemment, peut exercer des fonctions politiques plus ou moins importantes. Ce qui fait que c'est également une démocratie, c'est qu'il y a une séparation des pouvoirs, les pouvoirs sont partagés, ça c'est une idée très importante sur laquelle je vais revenir dans une deuxième petite vidéo juste après. Alors je vais quand même prendre 3 minutes pour insister sur la notion de citoyenneté à Athènes, parce que c'est très particulier. Je l'ai noté, enfin je l'ai précisé dans la trace écrite, donc vous l'avez noté, pour être un citoyen à cette époque, il faut répondre à des conditions très strictes. La première de ces conditions, c'est qu'il faut être un homme, déjà, avoir des parents athéniens, et puis également, il faut être prêt à se battre pour la cité. C'est extrêmement important pour un citoyen à cette époque à Athènes d'être considéré comme un combattant qui, à tout moment, peut protéger la cité. C'est la raison pour laquelle les hoplites, qui sont les fantassins, c'est-à-dire des soldats à pied qui constituent le gros des troupes terrestres de l'armée grecque, d'une manière générale, ces hoplites donc sont des citoyens, et ces citoyens se sont équipés eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ont dépensé de l'argent pour acheter leur matériel militaire. Et ils en sont très fiers. Ils y mettent un point d'honneur, c'est important pour eux, c'est une façon de montrer qu'ils sont particulièrement investis dans la vie de la cité. Il existait par contre des citoyens qui n'avaient pas forcément les moyens de s'équiper pour devenir des hoplites, et dans ce cas-là, ce qu'ils faisaient, c'est que généralement ils servaient dans la marine grecque sur des trières, le plus souvent. C'est-à-dire des navires qui sont une espèce de mix entre un navire à voile classique et une galère. Ce qu'il faut préciser également, c'est que ces hoplites vont jouer un rôle très important lors de la bataille de Marathon, qui est un événement majeur. Bataille de Marathon qui a lieu en moins 490 avant Jésus-Christ, et qui est un événement d'abord parce que c'est la première grande victoire des Grecs face à leur grand rival, l'Empire perse, grand rival dans cette région donc, de la Méditerranée à cette époque. Cette bataille de Marathon est restée également célèbre parce qu'à cette occasion, les Grecs ont fait preuve d'une grande qualité en termes de stratégie. Ils se sont battus à 1 contre 3 à l'occasion de cette bataille, et bien qu'étant en infériorité numérique, ils ont réussi à s'imposer, essentiellement grâce à leur qualité physique, et notamment le fait qu'ils couraient très vite. Les hoplites sont des citoyens très bien entraînés, ce sont des sportifs accomplis, et en fait, si vous jetez un coup d'œil notamment sur le schéma qui figure dans les documents que j'ai fournis, vous avez notamment donc un schéma qui vous montre un petit peu le déroulement dans les grandes lignes de la bataille de Marathon, et vous pouvez vous apercevoir que les phalanges, c'est-à-dire les deux parties qui sont situées sur les côtés de l'armée grecque, ont réussi à créer une espèce d'effet d'étau, comme une main qui se referme, en débordant et en encerclant par surprise les troupes perses, qui du coup se sont affolées, ont battu en retraite et ont rembarqué presque immédiatement. Donc à ce moment précis, on peut partir du principe que le plus dur est fait et que a priori la victoire est acquise. Sauf qu'il y a quand même une menace. Cette menace, c'est que les troupes perses qui sont donc en bateau peuvent malgré tout rejoindre Athènes par voie maritime, et y arriver plus tôt que les guerriers athéniens, et donc du coup de s'emparer de la ville qui se retrouve sans défense. Ce que les soldats grecs comprennent aussi. Donc ça donnera lieu à un épisode très marquant, qui est la fameuse course de Marathon, c'est-à-dire donc une
course de 42 km séparant la plaine de Marathon de la ville d'Athènes, qui a été parcourue vraisemblablement par une grande partie, ou en tout cas une partie importante de l'armée athénienne, en l'équivalent en l'espace d'environ 8 ou 10 heures, ce qui est quand même une vraie performance sportive, parce que faut pas oublier une chose, c'est que ces guerriers venaient de livrer déjà une bataille, donc ils avaient laissé des forces sur le champ de bataille. Ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est qu'ils avaient un véritable attirail sur le dos, hein, qui pesait entre 20 et 30 kg minimum. Donc courir 42 km, c'est déjà pas simple, mais alors courir 42 km après avoir livré bataille et avec 20 ou 30 kg sur le dos, c'est carrément un exploit. Mais les historiens s'accordent à dire que ça a pu se passer comme ça. Et donc du coup, c'est resté un épisode très marquant, pas simplement dans l'histoire de l'Antiquité, mais même dans l'histoire d'une manière très très générale. Voilà, alors ça c'était donc la première capsule. Je vais refermer cette première capsule dans quelques instants, mais vous inquiétez pas, on se retrouve juste après parce qu'il y a une deuxième capsule qui vous attend où je vais me concentrer sur la science politique. A tout de suite.